C'est une chose que de déléguer temporairement un pouvoir susceptible d'être récupéré lorsque la délégation n'est plus conforme à l'intérêt national ou ne répond plus aux exigences du moment. C'est tout autre chose que d'opérer un transfert sans retour, pouvant contraindre un État à appliquer une politique contraire à ses intérêts et à ses choix. Ainsi parlait Philippe Séguin à cette tribune, le 5 mai 1992, dans un discours visionnaire. Près de 34 ans plus tard, la ratification du traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur donne à ces mots des accents prophétiques. En effet, piégée par le jeu d'institutions européennes auxquelles ces élites ont consenti le cœur léger, la France est désormais contrainte d'appliquer une politique contraire à ses intérêts et à ses choix. Alors que pour la première fois depuis 1978, la balance commerciale agroalimentaire de la France risque pour 2025 d'être négative, alors que notre agriculture fait face à une violente et inédite crise, la France va devoir consentir à une politique contraire aux intérêts de son agriculture. La signature du Mercosur vient donc nous rappeler qu'une nation qui abdique sa souveraineté finit toujours par en payer le prix. Ce traité imposera à nos agriculteurs une concurrence accrue, dans un contexte agricole dégradé et sans aucune garantie réelle sur la réciprocité des normes applicables aux productions. Aux concurrences déloyales internes à l'Union européenne qu'ils subissent déjà, s'ajoutera donc immanquablement la concurrence plus déloyale encore du Mercosur, qui dispose d'atouts incontestables alors que nos agriculteurs se trouvent entravés par tant de normes excessives et souvent insensées. Face à cette situation ubuesque, nos agriculteurs se sentent abandonnés et sacrifiés sur l'autel d'intérêts étrangers, et ils ont raison. Prenons l'exemple de notre production betteravière, un des fleurons de notre agriculture dont les racines remontent au règne de Napoléon. Confrontés à la propagation de la jaunisse de la betterave, bousculés par l'interdiction de l'acétamipride, soumis aux éventuelles variations fiscales sur les biocarburants, notre secteur betteravier se trouvera demain noyé sous les tonnes de sucre et les hectolitres d'éthanol en provenance du Mercosur. Conséquence, 1/10 de la surface de betteraves sucrières en France serait menacée. Menacée à quelle fin? Afin que l'Allemagne puisse vendre ses voitures en Amérique latine. Un tel fiasco, un tel abandon des intérêts français appelle des responsables et des responsabilités. Car nous ne sommes pas dans une tragédie de Sophocle et la nation n'est donc pas la victime d'une destinée inéluctable qu'il aurait été vain de combattre. Dans ce combat, le gouvernement avait d'ailleurs l'appui quasi unanime de la représentation nationale qui, par 2 fois, en 2024 et en 2025, a proclamé son opposition absolue à la signature de cet accord. Dans ce combat, le gouvernement avait aussi l'appui du peuple, puisque 70% des Français sont opposés à cet accord. Mais ce combat a néanmoins été perdu. D'aucuns, nous l'avons entendu, défausseront encore leur responsabilité sur d'autres, comme nous y avons été habitués. Pour certains, la signature de cet accord serait la conséquence d'une trahison de Madame Meloni, la présidente du Conseil des ministres italien. Mais dans cette négociation, Madame Meloni n'a rien fait d'autre que de défendre les intérêts de son pays et d'user de sa position de force, ainsi que de ses bonnes relations diplomatiques, notamment avec le président Lula, pour négocier les garanties favorables aux Italiens. Ce qui est désagréable dans cette affaire, c'est que de notre côté, la France, toujours plus isolée, présidée par un homme qui nous a fâchés avec la quasi-intégralité des dirigeants étrangers et qui a ravalé l'influence de notre pays au rang d'influence secondaire, eh bien la France, elle, n'a pas été capable de défendre ses intérêts nationaux. Cet échec est donc avant tout l'échec du président de la République et de ses gouvernements. En 2017, Emmanuel Macron, dans son discours de la Sorbonne, se déclarait, je cite, en faveur d'une Europe de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, affirmant « La politique agricole européenne doit permettre de faire vivre dignement les agriculteurs de leurs revenus en les protégeant face aux aléas du marché. » Aujourd'hui, que reste-t-il de ces grandes déclarations? Rien, absolument rien. Et cela n'est pas une surprise pour nous, car la signature de cet accord n'est en effet que la conséquence d'un dogmatisme européiste aveugle, naïf, qui nous a fait déposer les armes avant même d'entrer dans le combat. Car la France ne manquait pas d'outils et d'armes pour faire entendre sa voix, mais le président de la République et ses gouvernements n'ont jamais consenti à en faire usage. 2 armes s'imposaient notamment à nous. La première d'entre elles, c'était notre contribution nette au budget européen. Comment, en effet, consentir sans rien faire à ce que la voix du 2e contributeur net d'Europe soit ainsi méprisée, ses intérêts ainsi méconnus? Il était donc nécessaire de reprendre notre argent au regard des conséquences économiques de cet accord contraire à nos intérêts nationaux.
Nous en avions fait la proposition, les macronistes l'ont rejeté, et plutôt que de reprendre notre argent, ils ont préféré en donner davantage encore à l'Union européenne. Notre deuxième arme, c'était la souveraineté populaire elle-même. Lors de ses vœux aux Français pour 2025, Emmanuel Macron avait promis de les consulter sur des sujets essentiels, au rang desquels le Mercosur s'imposait. Promesse brisée, alors même qu'il aurait pu en appeler à la voix du peuple pour faire entendre en Europe la voix de la France. Nous en avions fait la proposition de nouveau à l'UDR et les macronistes l'ont rejetée. Par dogmatisme, le président de la République et ses gouvernements auront donc refusé la confrontation avec l'Union européenne, dont la France aurait dû obtenir, quoi qu'il en coûte, un vote à l'unanimité sur cet accord commercial. Au contraire, vous avez cédé quand Ursula von der Leyen a décidé de court-circuiter les nations et leur parlement. Sans droit de veto, les déclarations martiales du gouvernement étaient ainsi condamnées à l'impuissance. Revenons de nouveau au 5 mai 1992. Ici, défendant ce droit de veto consubstantiel à toute Europe des nations, consubstantiel à toute Europe démocratique, Philippe Séguin affirmait « La coopération, la concertation, même quand elles sont poussées très loin, s'accommodent très bien du droit de veto. On peut même dire que le veto est le meilleur stimulant de la concertation puisqu'il oblige à prolonger la négociation jusqu'au consentement général des États. » Tel était, en effet, devait-il rappeler dans la suite de son discours, la philosophie du compromis de Luxembourg obtenu par le général de Gaulle en 1966 et qui devait fonder notre politique agricole commune. Mais le général de Gaulle, lui, avait fait le choix de la confrontation par la politique de la chaise vide, là où les gouvernements macronistes ont fait le choix du théâtre et des discours d'intention. Oui, les relations internationales sont dictées par la force et par les rapports de force. D'aucuns semblent le redécouvrir ces derniers temps comme si le monde avait jamais vécu différemment et nous payons aujourd'hui le prix de cette naïveté. Nous payons aujourd'hui le prix d'avoir laissé la France s'affaiblir d'année en année et devenir incapable aujourd'hui de défendre la voie de ses intérêts en Europe et face au monde. Cette naïveté, c'est la naïveté du macronisme. Cet échec, c'est l'échec du macronisme. Et si la France veut tourner la page de ces décennies de faiblesse, dont le macronisme est comme la conclusion quintessentielle, elle doit se doter d'une majorité et d'un gouvernement qui préfèrent les convictions fortes partagées par une majorité populaire aux compromis mollassons marchandés entre partis minoritaires. Car il est aujourd'hui plus urgent que jamais pour notre pays de renouer avec sa souveraineté pour défendre ses intérêts. En marge de la COP30 en novembre au Brésil, Emmanuel Macron avait déclaré au sujet de l'accord Mercosur « Je reste vigilant car je défends aussi les intérêts de la France ». Le gouvernement français ne doit pas défendre aussi les intérêts de la France, ce sont les seuls et uniques intérêts que le gouvernement a mission de défendre. Aujourd'hui, nous en faisons le constat, le gouvernement en est manifestement incapable, alors nous le censurerons. Vous nous rétorquerez, nous le savons, vous faites le choix de l'instabilité, vous êtes irresponsable. Non, le choix de l'instabilité, c'est vous qui l'avez fait. En 2024, de la France insoumise aux Républicains, en privant la France de toute majorité cohérente au nom d'un soi-disant front républicain. Nous faisons au contraire, nous, au sein du bloc national, le choix de la stabilité, en souhaitant redonner aux Français l'opportunité de se doter d'une majorité réellement capable et réellement déterminée à les défendre. Nous faisons le choix de la cohérence et des convictions, en tenant jusqu'au bout la promesse faite à nos agriculteurs de les défendre. Contrairement à M. Retailleau, nous ne menaçons pas de censure en semaine A pour ne pas censurer en semaine B. Nos convictions ne changent pas selon les phases de la Lune. Car nous appelons à une stabilité dans la cohérence et dans le combat pour protéger les Français quand vous appelez à une stabilité dans la cohérence et dans le marchandage pour protéger vos sièges. Alors oui, vous appelez à la stabilité, mais votre stabilité, c'est une stabilité dans la faiblesse, c'est une stabilité dans le déclin. Votre stabilité, ça s'appelle une agonie, et cette agonie n'a déjà que trop duré.